Hello tout le monde, bienvenue sur l'ASP, épisode 14, sur mon dieu, mon maître, Kitano. Ouh, Kiko il est content là. Ouais, là je suis ravi, je suis content. Je te sens fatigué. Oui, mais comme d'habitude. Tu me claques pas entre les pattes. Hein. Je promis, je vais tout faire pour là, pas. c'est Kitano aujourd'hui, c'est Sonatine. Je sais, j'ai beaucoup de pression là. Ouais, non, mais surtout que je veux pas te faire peur. As-tu des souvenirs de ce film ? Ouais, quand même. Pour le coup, à chaque fois que je pense au film, ce qui me vient en tête, c'est la scène de la fin. La toute dernière scène. Ouais. Je sais pas, je trouve qu'il y a un visuel qui m'a vraiment choqué quand on l'a vu. Je sais pas, qui m'a vraiment marqué. Mm-hmm. Mais voilà, pour le coup, j'ai très hâte de le revoir. Le voir aussi avec un œil un peu pas critique dans le sens où je vais... parce que je pense que le film sera excellent, hein, là-dessus il n'y a pas de photo, je pense que mon avis aura pas changé depuis la dernière fois. De toute façon, moi j'annonce, hein, si tu mets une mauvaise note à ce film-là, l'épisode 15, je serai tout seul en fait. Là c'est hors de question. Moi de toute façon, je laisse pas le choix, voilà. Ah oui, donc en gros tu t'en fous de mon avis quoi. Non, je laisse pas le choix sur ton avis, il faut que ce soit le même que le mien. En fait, je vais parler, tu dis oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Ok, en fait, t'as pas besoin de moi pour l'épisode tout de suite. Non, moi Non, bon, pour revenir plus sérieusement, quand je dis que je vais avoir un œil plus critique, c'est que je pense que je vais le regarder avec un œil différent que on l'a regardé la première fois. Mm-hmm. Donc pour le coup, moi je l'ai vu qu'une fois, toi je crois que tu l'as vu plein de fois. Je l'ai vu. Et donc ça a été vraiment un premier visionnage de découverte et tout. Mm-hmm. Et là, je pense que je vais avoir un deuxième visionnage plus pas attentif, mais tu vois où je vais chercher plus de choses. Ouais, alors vas-y, je sais pas ta fille, mais ouais, donc bon, pour terminer, juste ça, je pense que ça va être un deuxième visionnage différent et j'ai hâte de le voir justement pour ça. Et puis moi, je reviens sur notre roue du destin qui fait un superbe travail parce que commencer la filmographie, enfin comment dire, notre filmographie avec Kitano sur la SP, le choix de Sonatine est parfait parce que Sonatine regroupe tous les thématiques de Kitano. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Que ce soit la violence, que ce soit l'ennui, que ce soit la poésie, la contemplation, le côté gangster un peu aussi. Ouais, tout est mis dans ce film-là. Et là, c'est parfait parce que c'est l'un des films les plus intéressants de Kitano. C'est celui que c'est pas celui que je mettrais en premier parce que j'ai d'autres affinités avec d'autres Kitano, mais c'est vrai que celui-là, thématiquement parlant, il regroupe tout et ça va être parfait de commencer sa filmographie avec celui-là. Non seulement pour ce que j'ai dit, mais aussi parce que c'est un film qui peut vachement rebuter le spectateur, justement avec comment il filme l'ennui. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé avec le côté « Ah, t'es fatigué ». Parce qu'en fait, là, le but premier de ce film, c'est de traiter l'ennui. Ouais, c'est vrai. Et il le traite avec une maestria, c'est incroyable. Enfin bref, là je commence à m'emballer sur Kitano. On va regarder le film avant de faire tout le détail, mais justement, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais je sais pas si c'est finalement le plus abordable quand même s'il regroupe tout. Sonatine ? Ouais. Le plus abordable je pense qu'on en parlera un peu plus après le film, je pense. Parce que là, si on commence à se lancer là-dedans, l'intro, il va durer aussi longtemps que... L'avant-séance sera aussi longue que l'après. Exactement. C'est une très bonne question. Je pense que je vais y réfléchir pendant le film. Ouais. Et puis on s'en reparle dans je sais pas combien d'heures, mais dans on va dire à 2 heures, on arrondit. Et puis vous dans 3 secondes comme la dernière fois. Exactement. 20 secondes avec le générique, donc à tout de suite. À tout de suite. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Bonjour et bienvenue dans la SP. Aujourd'hui, c'est l'épisode 14 sur Sonatine de Takeshi Kitano. Enfin. Yes. Alléluia. Je suis heureux enfin de tomber sur un de mes réalisateurs préférés et je ne bâche pas mes mots. Oui, je peux confirmer. Premier film de Kitano dans le podcast. Ouais. Pas le dernier. Bah non, loin d'être le dernier. Et donc, comme je l'ai dit, c'est Sonatine, écrit, réalisé et monté par Kitano himself. Et tout de suite, une petite bande-annonce.
Voilà, de retour. Céline, tu vas nous pitcher un peu le film. C'est parti. Allez, let's go. Donc c'est l'histoire de Murakawa, un yakuza pas si âgé que ça, mais qui par contre on sent qu'il a envie de partir à la retraite et que il est un peu las de. Il est un petit peu blasé le pépère. Un peu blasé de sa vie de yakuza. Et puis il y a un moment où il y a des petites manigances de clans, une guerre qui commence à éclater entre différents clans, et il est envoyé à Okinawa pour gérer ça. Et ça part un peu en sucette, et donc il se planque dans une petite cabane au bord de la mer, à Okinawa. Voilà. Le temps que ça se tasse et qu'ils en apprennent un peu plus. Et donc le film parle en grande partie de la galère. C'est ça. D'un petit groupe de yakuza qui se retrouve un peu piégés sur une plage. Ouais, c'est presque île déserte tellement ils sont isolés. Où ils doivent attendre des nouvelles, et donc on va suivre un peu leurs péripéties quotidiennes. Ouais. Où quand je dis galérer, c'est vraiment galérer. Donc voilà. C'est ça, et ils vont comment dire, donc il y a le clan de Murakawa qui va arriver à Okinawa, qui va rencontrer le clan d'Okinawa, et donc va y avoir après les relations entre les personnages qui vont se tisser entre ces deux clans différents. Exactement. Et voilà, donc on va suivre un peu. C'est une petite tranche de vie entre yakuza galériens. Ouais, galérien, c'est le bon terme. Sur une plage, on va dire presque paradisiaque. Hein. Ouais, c'est vraiment hyper isolé. Donc il y a une petite maison en bois de campagne et la plage. Et après, on voit qu'il y a une longue route si on veut aller dans les villages alentours, quoi. Et donc voilà, ils ont rien. On est dans les années 90. Donc il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Donc ils doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont sous la main. Donc c'est-à-dire des algues, des rochers, du sable. C'est ça. Et leur imagination. Raconté comme ça a l'air un peu spécial. Ouais. Mais il faut partir du principe que Kitano, c'est assez spécial. Ouais. Ça peut rebuter certaines personnes. Ouais, c'est pas pour tout le monde, je suis d'accord. C'est pas pour tout le monde. Regarder du Kitano, c'est un voyage en soi. Ouais, je suis d'accord. C'est une exploration de soi. Ouais, et même des environnements où ils sont, parce que là, clairement, tu découvres un endroit du Japon. C'est clair, surtout Okinawa déjà. Que tu vois pas, que tu soupçonnais pas, mais je veux dire, où tu t'attendais pas à voir ça comme ça, quoi. C'est clair. On commence par quoi ? Est-ce qu'on commencerait pas par une petite mise en bouche en parlant un peu de Kitano ? Ouais, avec plaisir. Ça va être un épisode assez compliqué parce que partez du principe que dès qu'il y aura un Kitano, ça va être long. Non, ça va pas forcément être long, mais j'aurais pas grand chose de mal à dire. En fait, je surkiffe ce réalisateur, je surkiffe tous ses films. Je trouve quelque chose de différent à chaque visionnage de chaque film. Je ne peux pas détester Kitano, c'est un principe chez moi. Même s'il y en a qui pourront me prouver par A plus B qu'il y a des films qui sont peut-être mauvais. Moi, c'est pas dans ton vocabulaire, ça. Pas du tout. Même si quelqu'un est capable de me le prouver par A plus B, je vais être dans le déni. Je suis désolé, Kitano, je suis tellement fan. En fait, si vous voulez avoir un peu mon état d'esprit, regardez du Kitano. En fait, vous aurez mon état d'esprit, vous serez dans ma tête. C'est exactement comment je vis dans ma tête. C'est des passages contemplatifs. Ça va être des passages assez lents, assez posés. Mais par contre, parfois, il va y avoir des fulgurances au niveau de la violence. Et voilà, c'est tout moi. Et moi, son cinéma me parle. N'importe quel de ses films, parce qu'il a touché un peu à tout aussi. Il a commencé avec un film policier. On va en parler un peu plus en détail. Mais toi, c'est quoi ton rapport avec Kitano ? J'ai vu quelques films tôt, notamment L'été de Kikujiro. C'est le premier souvenir que j'ai de Kitano. Je l'avais vu assez jeune et on l'avait vu plusieurs fois. Et après, c'est avec toi, en fait, parce que j'en avais pas vu d'autres. Aucun d'autre. Non. Parce qu'en même temps, qu'est-ce qui est populaire ? Ouais, le plus populaire, on va dire, c'est Chihiro et Hanabi. Non, je les ai pas vus. Même pas Nikki mon frère ? Non, j'ai vu avec toi. Ok. J'avais vraiment vu que les Kikujiro. Ouais. Après, tu l'as découvert dans Battle Royale aussi, non ? Oui, mais il est pas réalisateur. Ouais, non, il est pas réalisateur, ouais.
Mais Battle Royale, je l'ai vu avec toi. Ah, tu es avec moi aussi? Ouais. Ok, bon bah. Donc voilà. Mais ouais, non, donc pour le coup, j'avais beaucoup aimé le titre Kikujiro. J'avais eu par contre un visionnage jeune, donc une interprétation aussi assez superficielle du film. Quand on l'a revu justement il y a pas si longtemps, j'ai redécouvert complètement le film parce que j'avais une lecture complètement différente. Et ouais, après il y a vraiment ce côté très contemplatif, moi que j'adore, la musique que je trouve qui est toujours parfaite sur le Parce que Joe Hisaishi. Joe Hisaishi. Ouais, j'ai eu peur d'inverser les syllabes. On parlera peut-être un peu plus de Joe Hisaishi derrière, mais bon, voilà quoi, quand tu mets vieux numéro 2. C'est ça, quand tu mets quand tu mets les deux ensemble, ça fonctionne bien, quoi. J'ai rien d'autre à dire. C'est comme le duo Kitano Hisaishi, c'est l'équivalent de Hisaishi et Miyazaki. Miyazaki, merci. Hisaishi, c'est lié à deux personnes qui ont créé deux duos iconiques et qui ont pondu dans ces deux domaines-là des chefs-d'œuvre les uns les autres, et puis les deux arrivent parfaitement à se compléter. C'est incroyable, et puis de toute façon... Ah oui, ça fonctionne super bien. Et voilà, je le redis, préparez-vous, je vais pas dire grand-chose de mal là-dedans. Donc, déjà, il y a pas beaucoup de choses à dire. Ouais, non, mais de toute façon, déjà, pour commencer, déjà, allez voir le film, allez voir du Kitano. Ouais, franchement. Allez écouter du Joe Hisaishi. Allez voir du Miyazaki. Par la même occasion. Et donc, en avant-séance, on parlait de savoir c'était quoi le film le plus... abordable en fait de Kitano. Et en regardant Sonatine, moi ce que je me suis fait comme réflexion, c'est qu'en fait il a fait des choses tellement différentes que en fonction des genres de prédilection, les films seront, en fait ce sera des films différents qui seront plus abordables. Et je pense que pour le coup Sonatine, comme il regroupe plusieurs genres très différents, c'est abordable pour des personnes qui ont des attirances pour des genres de films très différents et des goûts déjà assez éclectiques. Parce qu'ils vont s'y retrouver un peu dans tous dans les différents genres du film. Après, suivant les goûts vraiment de chaque personne, il y aura des films de Kitano qui seront un peu qui seront plus facilement qui vont plus facilement les marquer et leur donner envie de regarder la suite. Les autres Je vois films. ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi un peu à ta question et honnêtement, j'aurais du mal à répondre. Parce que je pense que j'ai pas assez de recul pour arriver à conseiller un Kitano en particulier pour entrer dans son univers. Même si, là, comme ça, je dirais peut-être Kid Returns. Ouais. Parce que c'est le film, on va dire, un peu plus académique de sa filmographie, où justement la caméra bouge pas mal. Et je m'explique parce que en fait, Kitano, il a une grande particularité dans son cinéma, c'est qu'il pose beaucoup la caméra. Ouais, et il y a notamment beaucoup de plans fixes, mais aussi de plans de portraits. Donc t'as des plans assez larges, où tu peux avoir des environnements et tu vois les personnages évoluer, mais il y a aussi beaucoup de plans où tu vois juste un portrait et c'est en plan fixe et c'est vraiment juste là tu découvres ou tu apprends plus sur le personnage, quoi. Pour revenir à Kid Returns, quand je dis académique, justement, c'est parce que, en fait, on va dire que la caméra est en mouvement. Comme c'est un film sur la jeunesse et sur la boxe, donc ça bouge pas mal. Ouais. T'as beaucoup de scènes de training montage, en fait. Ouais. Donc forcément, la caméra bouge. Et je dirais que pour moi, après, c'est un film qui est pas très très connu, on va dire, de sa filmographie. À contrario de Hanabi ou les Tekikujiro. Ouais. Qui sont, on va dire, les deux films populaires de sa filmographie. Moi, je pense que Kid Returns, ce serait vraiment une très bonne porte d'entrée. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est mon préféré pour le coup. Surtout que, en plus, il ne joue pas dedans déjà. C'est vrai. Il ne joue pas dedans, donc on va pas tout de suite identifier le film à la gueule de Kitano. Ouais. Parce que la gueule de Kitano, on la retient, tu vois. C'est quelqu'un qui est charismatique, qui a une gueule, tu vois. Ouais, carrément. Enfin, je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Moi, je te dis, je pense que ça dépend vraiment des goûts. Je pense que des personnes qui vont beaucoup aimer la contemplation, quelque chose de très avec un rythme très lent, où ça va vraiment être sur des émotions mais très subtiles, des choses comme ça. Sanadossi ou même Sonatine, ça fonctionne très bien. Bien sûr. Après, peut-être que comme Aniki mon frère ou Violent Cop, ça va être plus pour des gens qui vont avoir envie d'aller sur des films plus de gangsters,
choses comme ça. Même si c'est réducteur de le mettre que comme ça, mais même si Violent Cop et Aniki mon frère, il y a un grand écart entre les deux aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est des films qui vont peut-être aussi plus amener les gens à y aller. Après, peut-être qu'ils vont aimer ou pas, on va dire, mais c'est des films qui vont déjà leur donner plus envie d'aller les voir. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça dépend aussi des personnes, parce que c'est vrai que la majorité des films de Kitano, en fait, il y a des grosses fulgurances de violence. Il y a souvent de l'extrême violence. Donc il faut être prêt à ça aussi. Ouais, ça, il faut aimer un peu la violence aussi pour apprécier, on va dire, la totalité de son cinéma. Notamment avec Violent Cop, où justement c'est vraiment très très borderline tout ce qu'il fait dans le film. Déjà au niveau de la caractérisation des personnages, au niveau des scènes un peu, on va dire, un peu plus explicites par rapport à d'autres de ses films. Mais c'est vrai que, par exemple, pour revenir à Kid Returns, A Scene at the Sea, L'été qui coupe Jiro, niveau violence, là on est safe. Ouais. Bon, à part même si Kid Returns, ça reste de la boxe. Bon, la boxe, ça... Oui, puis il y a un contexte de Yakuza, mais c'est pas aussi marqué que ne serait-ce que même Sonatine, quoi. Voilà, exactement. Mais déjà, oui, Sonatine, déjà, il y a une forme de violence qui est assez poussée. Surtout que, bon, on va en parler quand on va rentrer dans le film, mais Sonatine, moi, je trouve que c'est l'une de ses meilleures propositions au niveau de plein de thématiques. Ouais. En fait, il est capable de basculer dans l'horreur après une scène complètement anodine sur une contemplation ou sur une scène où t'es juste posé, où t'es tranquille, et dans la seconde d'après tu vas avoir une explosion de violence. Ça te prend directement au trip parce que tu te dis waouh, attends, ça c'est des scènes que moi je peux vivre. En fait, il est capable de te retranscrire une situation que toi tu peux vivre dans la vie réelle. Par exemple, une scène dans un bar. Il y a une scène dans un bar dans le film où tu vas avoir des jeunes qui vont rentrer. Tu sens que c'est des jeunes, des jeunes adultes qui viennent commencer dans la vie et qui se posent tous les trois. Ils sont contents. T'as même l'impression qu'en fait c'était un peu leur premier jour de travail. Et là tu les vois, ils sortent et ils veulent fêter ça. Ouais. Ils rentrent dans un bar, ils se posent, ils disent qu'est-ce qu'on commande? Une bière, ouais, une bière. Ah non, un whisky. Ah ouais, un whisky. Et là tout de suite, paf, explosion de violence dans le bar. Ouais. Et là, moi ce que j'aime chez Kitano, c'est comment il filme les réactions des personnages. Ouais, et même les réactions à un événement, mais aussi pendant l'événement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la réaction impact-conséquence, mais il y a aussi comment les personnages vivent la situation en comment dire, en direct. En direct, ouais. Et surtout que, moi, alors peut-être un peu moins dans Sonatine, mais il y a beaucoup de films, moi j'adore, c'est quand justement il y a une scène un peu forte comme ça. Il aime beaucoup filmer une personne tierce, une personne qui a rien à voir avec l'action ou le récit, et la caméra va rester braquée sur cette personne-là, et on va vivre la scène à travers ses yeux. Ouais. Donc tout ce qui se passe en fond, on ne le voit jamais. Mais par contre, je donne un exemple comme ça. Par exemple, une scène de gunfight, on va juste voir une caméra fixée sur un personnage. On va voir les lumières, on va voir les pas, on va entendre les bruits. On sait que ça canarde, on sait qu'on va entendre des corps tomber. Ah, par contre, la scène, on la voit pas, mais on voit à travers le regard du personnage l'horreur qui se passe. Ouais, c'est ça. Et c'est d'autant plus fort, moi, je trouve. Et c'est incroyable. Et lui, il sait le faire. J'ai rarement vu ça dans du cinéma. Et quand je dis cinéma, j'englobe vraiment la totalité du cinéma que moi j'ai vu en tout cas. Parce que je n'ai pas tout vu, bien sûr. Mais ce que Kitano arrive à faire, sachant que le mec à la base, on va revenir un peu sur sa filmographie, le mec à la base n'était pas destiné à réaliser des films. Petit fun fact, est-ce que tu sais pourquoi il a réalisé son premier film? Bah c'est pas un truc de genre le gars est pas venu ou le réalisateur qui était prévu au final il a abandonné et donc il a dit bon bah personne n'est là, je le fais quoi. C'est exactement ça. En fait, il a été invité par Kinji Fukasaku. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le réalisateur de Battle Royale. Je vais citer que ce film-là parce que c'est le plus connu. Qui devait réaliser Violent Cop. Il a fait venir Kitano parce qu'en fait, ils se respectent mutuellement les deux. Et Fukasaku a décidé d'abandonner le projet. Kitano était censé être acteur sur le film. Il se retrouve avec les producteurs en disant bah tiens, tu veux pas prendre la caméra toi puis fais un truc. J'ai jamais fait de cinéma. Qui dit je sais pas, je ne connais pas le langage cinéma, je suis humoriste à la base, j'ai tourné dans quelques films,
mais je n'ai pas le langage cinématographique, je n'ai pas le langage de réalisateur. Il se retrouve avec une caméra et réalise Violent Cop. Ça va, il a géré. Et après ça, il a pris goût, et puis l'année d'après, il a lancé Yugetsu. Ouais. Et là, on commence à voir un peu sa patte cinématographique, une patte qu'on ne connaît pas, une patte qui sort justement des codes du cinéma. Et ça, on le voit tout de suite, parce que ce qu'il arrive à faire avec une caméra, le côté où il arrive, ce bonhomme-là arrive à poser une caméra, arrive à filmer des longues scènes, arrive à faire du hors-champ. C'est son langage à lui, en fait. C'est pas un langage cinématographique. C'est comment lui, il voit la vie, comment lui voit le cinéma. Ah oui, et les thèmes qu'il aborde, c'est ça. Vraiment... C'est pas du cinéma, c'est pas les codes du cinéma, on va dire, bon, bah, moi, je dois réaliser un film, je vais prendre ma caméra, alors je dois faire ça comme ça, je dois faire bouger la caméra en tel sens, parce que normalement, quand on fait une vidéo... Non, lui, il connaît pas ça. Ouais, puis c'est pas je veux parler de ça, donc il faut que je fasse ça dans le cinéma. Exactement. C'est plutôt je veux parler de ça et comment moi je le vis et comment moi je le ressens et donc comment je veux le montrer pour que les gens ressentent pareil. C'est ça. Et juste faire simple sur ces films. Ces films se résument en 3 lignes. Il y a rien d'extravagant, il y a rien de compliqué. Quand tu lis le pitch, tu te dis c'est un court-métrage qui va me faire. Ouais, c'est vrai. Tu te dis comment tu peux faire un film d'1h30 voire 2 heures où tu vas me raconter ça. Et là, pour le coup, dans Sonatine, comment tu vas me tenir en haleine ou juste tu vas me faire voir un groupe de Yakuza en train de galérer sur une plage. Mais surtout, on va tourner en rond. Et en fait, on tourne pas en rond. On tourne jamais en rond. Il y a toujours quelque chose à montrer. Alors moi, j'ai vu quelques critiques où en fait, t'en as qui disent, bon, après, ces personnages, je les considère pas. Mais je les ai lus. Pour eux, en fait, le fait d'étirer des scènes et des plans, c'est une facilité pour entrer dans la case long métrage. Voilà, exactement, merci, je cherchais les mots. Moi, je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a des plans assez étirés, ou limite, tu vois, par exemple, ne serait-ce qu'une scène dans Sonatine, où on voit une voiture, comme tu dis, sur la petite route de plage, qui est complètement isolée. On voit la voiture partir devant nous sur la caméra, et on la voit rouler, et là, on voit un espèce de creux. Ouais. Au loin, la voiture passe dans le creux. Tout bon cinéaste aurait fait un cut là, et aurait repris plus loin. Kitano, non. Kitano, il laisse la voiture faire son creux dans la route, on ne voit plus la voiture, on est toujours sur le paysage. La voiture remonte, on entend les petits bruits de cailloux, du moteur qui continue à tourner, et là on se dit, il va cutter. Non, il cut pas. Il attend que la voiture reprenne la pente pour remonter, et dès qu'on voit le plan dans le cadre, là il cut. Ouais, la majorité des réalisateurs auraient cuté et auraient gagné facile 30 secondes sur leur pellicule. Ouais, mais tu vois, pour le fait d'étirer ou quoi que ce soit, cette scène-là, notamment avec la route qui revient plusieurs fois, donc c'est des plans qui vont revenir, mais à différents moments de la journée, à différents jours, donc tu vas voir aussi l'évolution en fait de l'environnement. Merci. À chaque fois, et c'est parce que c'est long comme ça, parce que tu as le temps que les changements de plans sont justifiés. En fait. Et c'est là que je voulais en venir. Kitano ne raconte pas un film par un scénario ou par des dialogues, il le raconte par l'image. Et ça, il le fait très 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 bien. Dans la majorité de ce film, c'est ce qu'il fait. Ses plans ne sont pas anodins. S'il a des plans comme ça, tu peux être sûr que c'est des plans qui vont servir dans le film. S'il y avait des plans qui vont revenir dans le film. Ou c'est des plans, tout simplement, qui veulent raconter quelque chose. Et ça, Kitano, c'est... Voilà, quoi. Il maîtrise parfaitement bien sa narration. C'est ça, en fait, c'est sa vision. Et moi, j'ai l'impression... Moi, je suis dans sa tête, en fait. Parce qu'en fait, sa façon de voir, de nous montrer sa pellicule, moi, ça me parle. Ouais. Moi, ça me parle. Techniquement, moi, je sais pas, moi, je vais sur cette plage-là, je vois cette route-là, bah, tu vois, moi, indirectement, je vais bloquer sur cette route-là. Je vais me mettre à un point, n'importe lequel, et je vais regarder comme ça à l'horizon. Je vais bloquer pendant quelques secondes, tu vois, même plusieurs dizaines de secondes. Et bah, ce que fait Kitano, c'est ce que moi, je vois du monde, en fait. Ah ouais, je vois ce que tu dis. Je suis capable de me poser dans des endroits, on va dire, plus ou moins calmes, ou isolés, ou même bruyants, et je suis capable de fixer quelque chose, je ne sais pas quoi en particulier, parce que des fois dans ma tête on est plusieurs et puis j'arrive pas à décider qui dirige. Et en fait moi quand je regarde un film de Kitano, j'ai l'impression
c'est présomptueux ce que je veux dire, hein, mais j'ai l'impression que c'est moi qui fais le film, tu vois, c'est mais sans aller jusque là, hein, parce que je suis incapable de faire ce qu'il fait, mais Ouais, qu'il a été fait pour toi, quoi. ouais, voilà. Il le fait, j'ai l'impression qu'il l'a fait pour moi. J'ai l'impression qu'il me parle à moi. Mais à d'autres aussi, hein, parce que je suis pas le seul fan de Kitano, attention, on est beaucoup, hein. On est beaucoup dans le game. Et je pense que on se rejoint un peu tous sur ça. Voilà, enfin, désolé, je sais pas si c'est la digression, mais je parle purement de sentiments et de ressentis. Et voilà, moi c'est comme ça que je vois le cinéma de Kitano. Après, il y a encore plus de profondeur, il y a encore plus de choses. Ça, je pense que ça va aller selon les films. Mais là, pour Sonatine, voilà, quand je dis que pour moi, c'est son film, on va dire, limite, ça aurait été un film testament, en fait. Ça aurait été le film où, en fait, il a réussi à mettre tout ce qu'il est. Ouais, bah pour le coup, on sent qu'il y a plein de choses différentes dedans et des choses qui sont de son vécu. Donc il y a la partie humoristique à des moments qui vient aussi de ses premières scènes, quoi, où au départ il était dans un duo comique. Ensuite la partie yakuza et après la partie plus contemplation, qui est aussi une marque de son cinéma, quoi. Ouais, je m'excuse encore parce que j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup. Pas beaucoup de films. Pas beaucoup du film, ça c'est sûr. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec ce que j'ai dit, mais là j'ai vraiment parlé avec des sentiments, avec un ressenti, avec ce que moi je vis à chaque fois que je regarde un Kitano, parce que les Kitano je les ai tellement bouffés que je les connais quasiment tous par cœur, mais à chaque fois que je les regarde, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un premier visionnage à chaque fois, parce que je revis la chose, en fait. Je suis capable de revivre la chose. Et je reviens sur ce que je disais sur quelques épisodes. On peut pas regarder juste du Kitano, tu vois. On vit du Kitano. Ah oui, c'est pas un cinéma que tu consommes. Exactement. C'est un cinéma où tu t'arrêtes et où c'est pas du cinéma popcorn, c'est pas du cinéma grand public, c'est une tranche de vie, c'est notre tranche de vie, et c'est une tranche de vie que nous on doit voir aussi, c'est notre vie aussi. Quelque part, moi c'est ce que je ressens, mais je me dis que peut-être que chez certaines personnes ça a ouvert des horizons ou même des chakras, tu vois, qui ont je sais pas, tu vois, il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose d'envoûtant dans son cinéma. Ouais. Bah parce que t'es alors c'est pareil, un avis hyper personnel et basé que sur des sentiments et pas sur des connaissances particulières, mais le côté des plans très rapprochés en fait des personnages, c'est que t'es happé en fait par eux, c'est que t'as vraiment le côté où tu peux t'identifier énormément, et ces plans justement où tu vas comment dire, où justement tu vas vivre et pas juste consommer quelque chose, c'est que t'es pris à part entière dans le film et les personnages te captent et t'emmènent avec eux en fait. Donc t'as pas du tout la possibilité aussi, une fois que t'es rentré, presque de t'échapper en fait. Donc sauf que c'est pas du tout un truc malaisant ou stressant. Non, pas du tout. Mais par contre voilà, moi des paysans, je dirais. Ouais, c'est ça. Et pour le coup les plans moi très rapprochés des portraits, je les trouve excellents parce que justement tu crées un lien avec les personnages qui est très très fort. Ouais, je sais pas comment dire, mais t'as l'impression de créer un lien intime avec les personnages. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que à chaque fois qu'il introduit un personnage, t'as toujours ce plan de face, un peu comme tu dis, photo d'identité, un plan qui est bloqué assez longtemps en plus, donc on a le temps de le dévisager, de le regarder, de voir sa tenue vestimentaire, son regard. Voilà, tu regardes, tu dis bon bah lui il est comme ça, lui il est comme ça, hop, tu l'as enregistré. Il fait partie de toi, il fait partie du récit tout de suite, et t'y crois. Et c'est ce genre de prise de vue photographique que j'adore, parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui arrive, on a ce plan-là, et je trouve que c'est une très bonne présentation de ces protagonistes. On n'a pas besoin de l'introduire dans un dialogue, pas besoin de l'introduire avec des pancartes, pas besoin de le caractériser par un acte, que ce soit de violence ou quoi que ce soit. Non, il est juste debout devant toi et il se présente à toi. Ouais, et en plus, moi ce que je trouve qui est très fort, c'est que comme ces types de plans reviennent régulièrement dans le film, pour les mêmes personnages, donc tu vas les voir de près plusieurs fois, tu vas aussi avoir une connaissance de leur faciès et donc de leur expression, et après, les moindres émotions hyper subtiles que tu vas avoir sur le visage, tu vas pouvoir tout de suite décrypter l'émotion que la personne a. Vrai. Et c'est pas juste, t'as un personnage qui est
avec un visage complètement blanc, fermé, ou tu impassible, ça va vraiment être, en fait, le moindre petit rictus, le moindre petit clignement d'œil ou de choses comme ça, va transmettre une émotion. Et tu vas l'impression d'être dans sa tête. Ouais, et de comprendre exactement ce qu'il ressent. Ouais, c'est vrai. Alors que, en fait, si t'avais pas vu tous ces personnages, ces plans avant récurrents, et ben en fait, tu passerais complètement à côté de ce que ressent le personnage. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est très juste. C'est très juste. Du coup, tu m'as apporté en plus une lumière parce que du coup, j'arrive à voir ces choses-là, mais j'arrivais pas entre guillemets à le dire ou à l'imager mais là, ce que tu m'as dit là, tu vois, ça me parle, tu vois, et c'est exactement ça. Et non, très bien. Moi, ça me va très bien. J'accepte. De toute façon, moi, j'accepte tout ce qui est bon. J'ai pas de trucs négatifs à dire sur Kitano. Bah tant mieux. Je suis content. Tu peux ranger le livre de famille, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Bah allez, hop, il est là. Non, je suis content, mais ouais. En plus, franchement, honnêtement, commencer par Sonatine, je trouve que c'est excellent. Ouais, je suis d'accord. C'est excellent parce que. T'as commencé par quoi, toi? C'est quoi le premier film de Kitano que t'as vu? Le premier film de Kitano que j'ai vu, je me souviens. J'avais acheté un DVD double film. Il y avait Kid Returns et c'est le film qui est avec Kid Returns dans le DVD double. Je sais plus ce que c'était. Ok. Je sais plus. Et je sais que c'est l'autre film parce que non, c'était pas. Ah, je sais plus. Désolé, je me rappelle plus. Honnêtement, je m'en rappelle plus. Comme ça, j'ai envie de dire que c'est Jugetsu, mais j'ai un gros doute. Et je pense que je l'ai pas vu celui-là, moi. Tu l'as pas vu celui-là? Non, parce que on l'a eu tard avec les Jokers. Mais on l'avait en DVD. Ah ouais, mais je suis pas sûr qu'on l'ait vu celui-là. Si je te dis longue scène de partie de baseball au début de film. Ouais, mais très longue. Ouais, ça me parle pas. Ok. Bah, peut-être que tu l'as pas mais vu. après, j'ai une mémoire de Dory, donc... Ouais. Mais, ça veut rien dire. Ouais, mais Jugetsu, tu peux pas l'oublier, ce film. Ouais. Tu peux pas l'oublier. Il est ultra marquant. Parce que, comme je l'ai dit, c'est longue série de baseball au début, mais vraiment très longue, hein. Et moi, j'ai de la chance, j'adore le baseball, donc T'étais content? J'étais content. Mais après tout le déroulé du film, enfin on va pas rentrer dedans. Ouais. On va rester sur Sonatine. Ouais, là je digresse, c'est pas bon. Sonatine. Parlons-en un peu. Moi je suis un peu perdu là parce qu'en fait je me suis perdu dans mes pensées. Je sais plus ce qu'on a dit. On a parlé un peu de l'histoire, des plans rapprochés. J'ai juste parlé de mon ressenti quoi. Après on a fait des rapprochements avec Sonatine à chaque fois. Non parce qu'en fait là j'ai tellement parlé avec passion que je me suis déconnecté en fait. J'ai l'impression d'être ailleurs. Et ouais, parlons du film. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sans trop divulgacher, parce que... Donc, comme tu disais dans l'avant-séance, c'est un film qui montre extrêmement bien l'ennui. Oui. Donc, ce que fait l'ennui au personnage, mais ce que ça leur fait faire aussi. C'est-à-dire, en gros, comme on disait, ils ont que des algues, des cailloux et du sable, et leur imagination vont très loin. Et donc, ça... rapproche aussi beaucoup les personnages parce que en fait ils se connaissaient pas forcément avant. Bon, il y avait deux clans donc chacun se connaissait, mais entre eux après les deux clans mutuellement se connaissaient pas, et ça resserre beaucoup de liens, notamment avec le bras droit de Kitano et un petit jeune du clan de Okinawa. Et je trouve qu'il y a vraiment en plus un côté de fratrie. Ouais. C'est que tu sens que c'est le grand frère et le petit frère. Donc, qui se donne un peu le grand frère qui donne un peu des tips et des tuyaux aux petits, et en même temps qui font conneries sur conneries, et qui ont aucune limite dans ce qu'ils ont envie de faire. Ah bah, c'est clair. Et qui vont se soutenir mutuellement dans leur bêtises. Dans leur bêtises, et puis dans leur ennui, surtout. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à eux deux, ils arrivent à casser la routine quotidienne de l'ennui, et à s'amuser tout simplement. Petit point en plus, c'est que l'avantage de cette longue scène-là où ils sont nus tous ensemble, c'est que t'oublies vite la hiérarchie entre chaque personnage. Ouais, carrément. Ils sont tous égaux, ils sont tous sur une plage, ils s'amusent tous de la même façon. Voilà quoi, des fois ça va un peu loin, avec la scène où ils se tirent dessus avec les feux d'artifice, où Kitano il pète un câble et puis lui il veut jouer aussi, mais il sort son gun et puis il se met à tirer
un peu à gauche à droite, tu vois, il y a de l'absurde. Ouais, tu sens qu'il y a le côté humoristique qui revient pas Ouais. mal, mais c'est toujours comme pour tout le reste en fait, c'est tout en subtilité. C'est-à-dire que t'as pas Et c'est juste dosé comme il faut. Ouais, t'as pas une grosse vanne, tu Ouais. vois, où t'es là genre t'éclates de rire, mais qui finalement tombe pas, tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Là, c'est vraiment où en fait t'as des situations où tu dis en fait oui c'est absurde, mais c'est complètement logique dans le contexte. C'est-à-dire quand t'as que ça à faire, pourquoi pas quoi. Mais c'est ça. Et ça fonctionne très bien. Et c'est comme tu dis avec les deux personnages, donc les deux qui se rapprochent, on va dire en genre bro, tu vois. T'as au début du film, avant qu'ils arrivent justement sur cette plage-là où ils s'ennuient, t'avais déjà le côté où ils s'ennuyaient déjà dans leur rôle en fait. Ouais, complètement. Où en fait eux ils étaient cantonnés à rester à l'extérieur des bars à hôtesses ou des bureaux. Où, en fait ils devaient rester dans la rue sur la voiture et attendre. Ouais, c'est ça. Donc déjà t'avais déjà cet ennui-là. Et les seuls dialogues qu'ils avaient, c'était un petit running gag où il dit ah mais tu viens de Tokyo, tu connais pas Jimmy en face du machin. Tu dis mais toi en tant que Français ou n'importe quelle métropole, tu dis mais attends le mec il est en train de dire est-ce que tu connais un mec dans la grosse ville de Tokyo, un seul mec qui est complètement anodin, puis t'as l'autre qui dit mais non je le connais pas. Et ça cut, ça passe sur d'autres scènes et puis ça revient sur la scène. Ah mais tu dois connaître lui. Non je le connais pas. Ouais mais lui il a le motard de. Mais putain tu peux pas me donner des noms de personnes importantes, je sais pas moi un joueur de un grand joueur connu, de baseball ou un gros joueur de baseball truc machin. Et t'as un peu tu vois t'as complètement ce décalage là où tu vois t'as le jeune qui est à Okinawa. Voilà quoi, c'est on va dire c'est une île un peu plus rurale, beaucoup plus rurale même. Oui, puis là t'es vraiment dans la campagne quoi, tu vois. Donc tu sens un peu le petit jeune qui voilà qui vit dans une petite ville et en fait il rencontre toujours les mêmes personnes. Ouais, parce donc que lui il part du principe qu'en fait à Tokyo c'est pareil. C'est ça. Et moi je reviens sur le point où Kitano il est vachement fort là-dessus, c'est que avec ces petits dialogues là t'es capable de te créer un background sur les personnages, de savoir comment eux ils ont vécu avant qu'ils se rencontrent, et ça tu le vois jamais dans le film, mais par contre tu le sais justement. Le côté comme je te dis là, bah tu sais que le jeune il habite dans une ville où en fait voilà ils sont trois pleu. Et déjà le gang ils sont trois, voilà. Je veux dire les bureaux c'est il y a rien dedans. Il y a rien dedans, limite t'as pas de fenêtre quoi, et c'est genre c'est un peu crade hein, mais bon ça va être c'est temporaire. Et c'est ça. Non, c'est assez incroyable de mise en scène, c'est Kitano à chaque plan, à chaque petit dialogue, il est capable de t'ouvrir des portes sur une narration et sur un background de personnage qui est formidable. Ouais, et puis même juste la scène de début, donc on est quand même encore à Tokyo, ils ont pas rencontré le gang d'Okinawa ou quoi que ce soit. Tu vois déjà les sentiments de Kitano, de son bras droit, du chef, tu sens la dynamique qu'il y a dans le groupe, tu sens ceux qui veulent monter et ceux qui justement et comme Kitano s'en fout quoi. Son balèque, enfin moi je veux revenir sur ma scène préférée après. Donc tu vois ça va être là-dessus, tu vois. Mais je reparlerai là-dessus. Et pour le coup, il y a vraiment moi ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette scène de début où il arrive à poser tous les personnages et la dynamique de tous les personnages entre eux. Et pour le coup, Kitano, tu vois tout de suite qu'il y a un côté déjà de pas forcément que son balèque, mais où il va casser un peu le code et le respect qu'il est censé avoir pour son chef, parce que voilà, lui il a décidé qu'il voulait aller à la retraite et que c'était plus une vie qu'il avait envie de faire. Voilà. Et lui il est passé à autre chose quoi. Ouais, il y a une petite punchline là. Mais il y a toujours des petites punchlines, il y a toujours des petits pics ou des petits trucs ou des petits comment dire, des petits passages d'humour. Tu dis mais qu'est-ce que ça fait là? Mais ça marche tellement bien. Un petit exemple, quand justement Kitano va partir en mission et on lui présente son équipe. Donc t'as une équipe d'anciens et t'as une équipe de jeunes. Et donc ils se présentent tous. Et là t'as un vieux et un jeune qui commence à s'embrouiller. Le jeune sort un couteau, le plante dans le bide de l'ancien. Cut, plan d'après, ils sont dans le bus en direction d'Okinawa. Et ils sont assis l'un à côté de l'autre, il y a une glace dans la bouche, et puis il lui propose à boire à l'autre, et puis l'autre il le regarde et il dit putain non, avec le couteau que tu m'as planté dans le bide, j'ai encore mal, donc non, j'ai pas soif. Et voilà, c'est ces petites fulgurances-là, racontées comme ça a aucun sens, c'est pas drôle. Non mais c'est... Et en fait, il faut regarder le film, il faut voir le contexte, mais c'est incroyable ces petites fulgurances d'humour là qui instaure comme ça dans le récit. Mais tu te dis mais c'est du pain béni qui nous donne à chaque fois. C'est des petits flashs d'humour
ou d'espoir, Ouais. que sais-je, qui nous instaure comme ça dans le film et puis qui, waouh, tu dis, ok, là il me redonne un sourire alors qu'on est passé sur une scène assez violente, ou alors on est passé sur une scène d'ennui et là il m'amène un petit côté où il y a un peu plus d'action, où t'as un peu plus de brofist, tu vois, c'est voilà quoi, c'est assez fouillé, il y a énormément de choses dans le film, il faut arriver à le voir. Ouais, carrément. Il faut juste apprendre à regarder. Et moi, ce que j'aime à Kitano, c'est ça qui, comment dire, il nous oblige à décrypter ses plans, à décrypter sa narration pour voir énormément de choses. Et moi, je vous garantis, pour avoir vu les films des dizaines et des dizaines de fois, à chaque visionnage, on voit d'autres choses. Et pourtant, c'est des plans fixes, c'est des plans assez long, donc tu te dis bah oui c'est bon, ton plan fixe c'est bon, je l'ai enregistré, j'ai vu ce que tu me faire voir, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit rictus, un petit mouvement de doigt, un petit détail qui va nous faire c'est bon, je comprends. Ouais, puis le rythme aussi, comme tu dis, le côté où il y a des choses très lentes, où il se passe rien, le fait qu'il les personnages, il y a des scènes de violence et t'as des personnages témoins qui bougent pas, qui sont impassibles. Et c'est genre la norme en fait, tu sens qu'ils regardent des gens se fighter, s'entretuer, et en fait eux c'est c'est un mardi quoi. Et après t'as le moment où justement les personnages vont réagir, qui est beaucoup plus fort, parce que avant ça on les a vus rester impassibles sur plein de trucs, et donc au moment où ils réagissent, la réaction elle est importante. Ouais. Et la raison pour laquelle ils réagissent, c'est important. Non, donc ce rythme-là, moi je trouve hyper bien. C'est hyper bien amené, c'est hyper bien trouvé. Enfin c'est une prise de risque aussi quelque part, hein, ce qu'il propose. Hein. Bah ouais, après je sais pas s'il le voit comme une prise de risque dans le sens où, comme tu disais, il y a vraiment le côté où c'est lui en fait. Quoi. Non, c'est vrai, t'as raison. Après je pense qu'il doit, avec les films qu'il a sortis, avec le temps, je pense qu'il a compris que c'était une prise de risque. Parce que dans ses premiers films, justement, il n'a pas eu de succès au Japon. Ok. Même sur toute sa carrière en général. Hein. Kitano n'a pas eu de succès au Japon. Sur son propre territoire, il n'a pas eu de succès. Le succès, il le doit au reste du monde. Ok. Donc je pense qu'à chaque fois qu'il fait un film et qu'il le sort chez lui, je pense qu'il est conscient de cette prise de risque-là aussi. Ouais, je vois ce que tu dis. Après, je suis pas dans sa tête, je sais oui, pas, bien tu vois. sûr, Mais... c'est vraiment de la spéculation, mais... Ouais. Mais moi, je pense qu'il doit être au courant de ça, et je pense que déjà respect pour lui pour pas justement être sorti de ça et de dire je vais faire. Oui, je vais faire ce qu'on attend de moi, ce que les gens attendent, ce que les gens attendent, et qu'il soit resté fidèle à son cinéma et à sa vision. Ouais. Moi, respect, franchement. Ouais, complètement. Déjà, il y en a beaucoup qui tombent à cause de ça. Hein, ouais. mais... Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est un artiste qui est multi-support. Donc, déjà, il a pas entre guillemets besoin du cinéma pour pouvoir communiquer et transmettre son art, parce qu'il est aussi écrivain, il est peintre, il était humoriste. Donc en gros, je pense que c'était un média qui est arrivé, comme tu disais, par hasard, qui lui a plu, mais qui n'était pas destiné à la base. Ouais, et puis qui n'était pas prévu et obligatoire en fait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de faire du cinéma pour pouvoir transmettre ce qu'il avait à dire. Donc pour moi, il l'a vraiment vu comme c'est une opportunité peut-être. C'est une opportunité, et en fait je continue ce que je fais ailleurs sur d'autres médias, mais au cinéma quoi. Peut-être encore la spéculation, mais moi je pense que pour le coup il a fait un Kitano par Kitano, alors enfin derrière. Oui ça pourrait nous donner des pistes. C'est vrai qu'en plus nous moi je dis que je suis fan de Kitano, mais c'est vrai que je l'ai pas encore platiné. Non, on n'a pas non plus. Mais... Pas encore platiné parce que il y a forcément Kubi qui vient de sortir au cinéma, qui est passé à Cannes récemment, que j'ai pas vu, et je n'ai ni vu aussi les deux derniers Outrage. On l'a vu le premier, mais on n'a pas vu les deux derniers, donc c'est ceux qui nous manquent à notre filmographie, mais ils sont pas faciles à trouver. Ils sont même, j'ai même l'impression qu'ils sont pas sortis chez nous. Le premier Outrage est sorti. Mais je sais qu'on avait galéré déjà en France, donc ici ça va être encore pire. Ouais. Donc les deux, à mon avis, on peut se gratter, mais il va falloir qu'on les trouve quand même en streaming ou sur internet, peut-être en VOD. Ils sont peut-être sortis, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas grave, moi j'ai déjà tout ce qui est avant, et tout ce qui est avant, moi ça me suffit quoi. Je suis en train de regarder, Outrage 2010, ouais. Non, après il y en a plein d'autres avant, donc on a de quoi faire. On a de quoi faire quand même. Bon alors, scène mémorable.
À moins que tu ouais. veuilles ajouter des choses, mais... Non, parce que on peut pas trop en raconter. Ouais, après, je pense que ce serait trop... On peut pas trop en raconter parce que, comme on l'a dit, il y a, entre guillemets, pas grand-chose à dire. C'est plus de la contemplation, Ouais. c'est plus vivre la chose. On peut pas raconter ce qui se passe parce que ça n'aura aucun sens, comment dire, au micro. Ouais. Et non, il faut juste le vivre. Il faut le vivre, il faut le regarder. Allez-y. Voilà, foncez. Et donc, une scène mémorable, moi, je voulais revenir justement sur la scène où ils sont dans le bar à hôtesse. Je crois que c'est la même que moi. C'est vrai? Ouais. Je pensais pas que t'allais prendre celle-là, moi, pour le coup. Ah ouais? Où, justement, t'as un plan large sur le canapé, où t'as le chef de... le chef Yakuza, qui est en train de manger son plateau, quoi. Genre, on sait pas trop ce qu'il y a, il joue un melon, un truc comme ça. Et tu vois Kitano assis dans son coin, en train de fumer une cigarette. Ouais. C'est la même scène ou pas? Non. Ok. C'est pas celle-là. Il est en train de fumer une cigarette, et là t'as tous les autres sbires autour du chef Yakuza qui sont tous posés genre droit, nous on est là pour le chef machin, ils sont tous là posés. Et là il y a qu'une seule personne que tu vois bouger, c'est le chef du clan qui est en train de manger, tu vois, sur sa petite table, sur son petit machin. Et t'as juste Kitano avec sa clope derrière qui est en train de fumer. Et dès que le chef a fini de manger, il se remet, il se redresse son canapé, et là il dit à tout son clan, toujours en plan large, hein, on voit tout le monde. Hein. Il dit à son clan, c'est bon, vous pouvez fumer. Et tout le monde sort son paquet. Et là tout le monde sort son paquet, mais par contre à Kitano lui fumait déjà. Ouais. Et là tu dis putain, le mec il a les couilles, parce qu'en fait déjà il a un gros manque de respect pour son propre chef. Et à partir de ce moment-là, tu sais que le mec il a plus rien à perdre, et il s'en bat complètement les couilles de son clan, de son poste. Et à partir de cette scène-là, c'est une scène du début. À partir de cette scène-là, tu sais ce qu'est le personnage. Et c'est incroyable. Juste cette scène-là. Ouais, je suis d'accord. C'est magique. À toi. Moi, c'est la scène de, comment dire, la première grosse scène de fight, de gunfight. Parce que, comment dire, j'aime énormément, c'est donc l'immobilisme des personnages. Donc, ils sont vraiment posés, ils sont tous droits. Ils cherchent pas à essayer de se planquer pour sauver leur peau, pour pour éviter les balles. C'est genre le karma, quoi. Résignation totale. Ouais, c'est ça. Tu prends une balle, tant pis pour toi. C'est pas grave. C'est la vie, quoi. Et sinon, si tu t'en sors, tant mieux. C'est comme dans Pulp Fiction. la scène avec Travolta et Samuel Jackson qui est en train de tirer dans tous les sens, et puis que les balles passent autour, puis là qui dit ah putain c'est Dieu qui a. Voilà, c'est ça. Bah c'est vraiment le côté ils bougent pas, ils sont tous résignés, et il y a justement ce groupe de 3 cols blancs qui sont rentrés de jeunes en disant ça y est, on célèbre notre première journée de boulot, quoi. Qui sont dépités, mais tu regardes même les la patronne et puis le serveur, c'est genre le quotidien, quoi. Tu vois, ils arrivent, ils se flinguent. Bon, bah on fera un peu plus de ménage derrière. C'est quoi. ça. Et donc il y a cette scène-là qui est donc très violente, comme tu disais, c'est une espèce de flash fulgurant de violence. Et t'as la scène donc qui se poursuit juste après, où tu les vois partir et donc aller en direction d'Okinawa, ce qui était prévu. Et donc t'as un plan qui est beaucoup plus lent, de nuit, tu vois justement le lever du soleil, et après bon il y a plein d'autres trucs que je vous dis pas, mais voilà, c'est ce contraste entre les deux en plus fonctionne super bien. Et ouais, non, moi je trouvais juste la posture des personnages en plein gunfight. Là, tu dis ah ouais, quand même. Mais ça, en plus, le personnage de Kitano le dit dans le film, quand il parle avec sa petite amie là. Ouais. Et il dit justement, mais quand tu tires, t'as pas peur. Et là, il dit mais justement, c'est la peur qui, je sais plus comment il dit ça. Bah en gros, t'as tellement peur que t'es prêt à mourir. Voilà, quoi. c'est ça. Donc en fait, en gros, c'est ce que tu dis en fait, et place au karma. Ouais. C'est genre bah écoute, c'est lui ou moi. C'est ça. Mais je vais pas jouer les Max Payne à sauter dans tous les sens ou à me planquer. Non, il reste droit et il bouge pas, quoi. Voilà, je tire et puis c'est lui ou moi. J'ai peur, mais justement c'est la peur qui va me faire tirer encore plus. Et c'est ce qu'il dit, tu vois, tu dis ah mais voilà, c'est tout ce qu'on a vu dans cette scène là justement. Ouais. Et enfin, j'en ai marre de dire mais c'est incroyable. Ouais, bah c'est incroyable, je suis d'accord. C'est incroyable, voilà.
De toute façon, on va pas en dire plus, on va pas tourner en rond. Hein. Ouais, non, mais là, moi, j'ai déjà j'espère exprimé qu'on tout ce que j'avais à dire. Honnêtement, j'espère que j'aurai réussi la job et puis le boulot, pardon, parce que je parle un peu québécois des fois. Réussir le boulot, puis voilà, vous avoir donné envie ne serait-ce que de découvrir Kitano. Ouais, ou de voir Sonatine si vous l'aviez pas vu, même si vous connaissiez Mais Kitano, après, moi, ou de le revoir parce que... Le revoir, je pense pas, parce que moi, je pense que quelqu'un qui a vu du Kitano et qui l'a déjà revu, j'ai rien à lui. Voilà, on brofiste, on est dans le même clan. Mais ouais, non, c'est vraiment pour la découverte. Est-ce que, ouais, mais après, tu vois, Sonatine, est-ce que c'est la bonne porte d'entrée? Bah, je sais pas. Je suis après, pas sûr. Pour le coup, pour moi, c'est tellement, comment dire, tout l'œuvre de Kitano, elle est tellement variée aussi que, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend ce que vous aimez, quoi. Bah, si vous aimez la contemplation et la violence. Trucs qui sont quand même assez opposés. Ouais, faut y aller. Faut y aller, juste pour ça. Oui, ou après, si vous avez déjà des goûts éclectiques et que vous avez envie de découvrir quelque chose que vous avez jamais vu, bah, Kitano, voilà, c'est... Ouais, si vous voulez voir, voilà, si la violence, ça vous gêne pas, si vous voulez voir comment un réalisateur arrive à changer de rythme entre la contemplation, la poésie et la violence, en un claquement de doigts. Voilà, Sonatine, c'est parfait. Ouais. Mais vraiment, quoi, c'est la bonne porte d'entrée pour vous si vous cherchez ça. Et voilà. Et si vous, on vous a donné envie de voir Sonatine et que vous l'avez vu, eh ben, on serait ravis d'avoir votre retour, savoir ce que vous en avez pensé. Ouais, c'est clair. Et ouais, je suis curieux, même si je sais que son cinéma va pas plaire à tout le monde, j'en suis parfaitement conscient. Mais s'il y a des adeptes aussi, manifestez-vous. Il y a peut-être moyen de créer une secte ou j'en sais rien, tu vois, mais enfin voilà quoi. Kitano, de toute façon on va en reparler dans d'autres podcasts. Hein. Là c'était, on va dire, une mise en bouche avec Sonatine. Ouais, vous allez pouvoir en avoir d'autres. On passera derrière avec, on va dire, mes prefs. Ouais. Voilà. Donc du coup on passe aux recommandations. Ouais, très bien. Vas-y, commence. Eh ben, moi, je vais recommander du Kitano. Ah, c'est bien ça. Il a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Boy. Donc, il y a 3 nouvelles dedans. C'est excellent. Et le thème du recueil, c'est le passage à l'âge adulte. Donc, c'est l'histoire de 3 jeunes garçons. Et c'est un peu le moment où... ils sont plus des enfants et ils vont devenir des adultes. Donc il y a des thématiques il y a la thématique de la fratrie qu'on retrouve énormément dans l'œuvre de Kitano, de l'amitié aussi. Et voilà, donc ce moment où t'es plus vraiment un enfant mais t'es pas encore vraiment un adulte. Mm-hmm. Et c'est très bien, je trouve que ça pose plein de belles questions, c'est très poétique, c'est aussi beaucoup dans la contemplation. Et en même temps, c'est parfois assez violent parce que ça traite de sujets qui sont pas anodins et pas simples. Voilà. Donc c'est du Kitano. C'est du Kitano. Franchement, c'est dans la lignée. Là, il est fidèle à lui-même. Ouais. Et c'est vraiment des très belles nouvelles. C'est assez court. Le recueil entier fait, je sais pas, 150 ou 180 pages. Puis ça peut être lu indépendamment parce que il y a les 3 histoires, ça. Hein. C'est ça, il y en a 3. Il fait 100 pages le recueil, donc il est vraiment court. Et voilà, c'est 3 petites nouvelles et franchement c'est très bon. Ouais. Et ouais, c'est très bien écrit. Vous pouvez lire un petite histoire par-ci par-là, il y a aucun fil rouge entre les histoires, ça se lit indépendamment. 3 nouvelles complètement indépendantes, le fil rouge ça va juste être le thème général du passage à l'âge adulte quoi, un peu le rite initiatique quoi. Voilà, puis il faut partir aussi du principe que Kitano a une grande admiration pour la jeunesse en fait. Ouais. Et la majorité de ses films, c'est ce qu'il traite aussi. Là, justement, dans Sonatine, je reviens un peu sur Sonatine, où tu parlais du personnage jeune d'Okinawa, on voit que c'est le personnage qui va vite évoluer aussi. Ouais. Il va prendre beaucoup de place dans le récit, parce qu'en fait, Kitano va s'intéresser à ce jeune-là. Ouais. Et je m'arrête juste là-dessus, mais dans la majorité de ses films, en fait, Kitano s'intéresse à la jeunesse en général. Et il y a la jeunesse, et je trouve qu'il y a aussi le côté des différences de génération. C'est qu'il y a la jeunesse vue par la jeunesse, la jeunesse vue par la génération d'au-dessus et par carrément les 2-3 générations au-dessus, donc les personnes vraiment. Puis comme tu dis, le passage à l'âge adulte aussi. Ouais, ça c'est un thème, c'est une thématique qui revient beaucoup dans son cinéma. Et c'est pour revenir aussi dans Sonatine, ça c'est l'écart de génération qu'il y a va nourrir en fait la relation
mais pas la bloquer, ou du moins va pas avoir d'incompréhension de genre en gros t'es trop jeune, tu comprends rien à la vie, ou t'es trop vieux, tu sers plus à rien, quoi. Tu vois, c'est vraiment chaque génération va nourrir l'autre. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il le fait très bien. Il le fait très bien. Comme d'hab. Il est trop fort, de toute façon, il est trop fort. Voilà. Donc, Boy de Takeshi Kitano, vous pouvez la trouver dans les éditions Point. Parfait. À toi. À moi. Alors, moi, je vais recommander un petit manga encore. Il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir beaucoup, ouais. Et là, justement, je sors pas trop du cinéma Kitano. Je vais partir sur le Pacte de la mer de Satoshi Kon. Pourquoi je conseille celui-là en rapport avec le film? Parce que Satoshi Kon, c'est son premier et dernier manga qu'il a dessiné, parce qu'il est mort assez jeune. À côté, c'est quelqu'un qui fait du film d'animation, donc qui a réalisé entre autres les Perfect Blue pour le plus connu, les Millennium Actress récemment, Paprika, tout ça. Donc c'est un gros du cinéma d'animation aussi. Je suis parti sur celui-là parce qu'en fait, on est sur la mer aussi. Ouais. Donc un domaine que Kitano aime bien mettre dans ses films. Et seconde raison, la contemplation. Ouais, ok. Satoshi Kon, dans son manga Le Pacte de la mer, arrive à apporter une énorme contemplation sur une petite ville portuaire, je sais plus quel, du Japon. Je vais vous lire le résumé parce que ça va être difficile d'en parler parce que le manga, je l'ai lu il y a assez longtemps, mais moi j'avais ce souvenir de contemplation et en plus de magie, de poésie derrière. Donc je vous lis ça. La légende raconte que les habitants de la ville portuaire d'Amide auraient passé un pacte avec une sirène. En échange des soins intentionnés qu'il prodigue à son œuvre, elle leur assure prospérité. Mais la construction d'un complexe touristique menace cet équilibre, et le débat fait rage. Partagé, Yosuke a un étrange pressentiment. Et si la légende était vraie, les hommes ne devraient-ils pas redouter la colère de la mer? Donc c'est un peu aussi ce manga, c'est un peu une critique aussi de la société, de comment dire, l'écologie, tout ce qui s'en suit. La mondialisation. Voilà, exactement. Donc en gros, c'est l'histoire d'un jeune qui va rencontrer une sirène, et donc il y a un pacte qui va être créé, et en fait l'île en fait est sous une menace d'un tsunami. Ok. Si je dis pas de bêtises, honnêtement, je vous raconte ça comme ça de but en blanc, mais je sais même plus. Je crois que c'est ça. Et du coup, t'as ce côté où le jeune va faire comprendre à la ville que oui, il y a un pacte qui a été passé, donc il va arriver une catastrophe, ainsi de suite. Il y a beaucoup de contemplation, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de mythologie, et je trouve que ça s'approche énormément du cinéma Kitano, donc j'ai voulu vous recommander celui-là. Foncez, honnêtement. En plus, c'est du Satoshi Kon. Satoshi Kon, si vous avez vu ses films d'animation, foncez sur son manga. Malheureusement, c'est le seul. On a que celui-là, on n'aura que celui-là. Malheureusement, il est décédé trop tôt, et c'est malheureux, mais il faut le lire à tout prix. Et j'aurai l'occasion de le relire, je pense, parce que petite annonce en plus, parce que je vais pas tarder à ouvrir un podcast manga, et je pense qu'il va être dans les premiers à lire, et je pense que j'en parlerai plus longuement dans mon autre podcast, parce que justement j'ai envie de relire beaucoup de mangas depuis qu'on en parle en recommandation. Donc je vais me relancer là, je vais me lancer dans le podcast manga, et je pourrais vous parler un peu plus en détail de tout ce que j'aime, quoi. Ok, trop bien. Bah, déjà, tu l'avais bien vendu quand tu l'avais eu, et j'ai pas pris le temps de le lire, et ça me donne encore plus envie, là, donc. Non, c'est très très bon, c'est magnifique, c'est très bien dessiné, c'est beau, c'est poétique. Oui, juste la couverture est fait. Voilà, quoi. Donc j'ai pas dit, donc vous pouvez le trouver chez Pika Graphique. Donc c'est un bel ouvrage, hein. C'est un très bel ouvrage. Moi, j'ai une édition assez récente. Il y a beaucoup d'éditions. Vous pouvez le trouver en occasion facilement, je pense. C'est un one shot, je l'ai pas dit. C'est un one shot, donc c'est gros format, et voilà, c'est ultra plaisant à lire. Honnêtement, foncez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Super. Et maintenant, on va passer à la suite, et ce sera le quiz. Oui, vous pouvez jouer avec nous. Faut qu'on trouve un générique. Les scores, c'était quoi? Je sais que je gagne, mais je sais plus de combien. C'était pas 8-6, un truc comme ça? Ah mince, j'ai monté l'épisode 11, t'étais à 7-5. Et j'ai pas réécouté le dernier épisode en date, donc je ne sais pas. Eh ben on verra, on mettra pas les scores tout de suite. On verra. On fera un petit... Attends, sinon je regarde tout de suite. Alors du coup, j'ai retrouvé le score. 8-6 pour toi. Ouais. Donc, je suis en tête dans un jeu, c'est rare. Ouais, j'ai toujours 2 points de retard, donc on va essayer de remonter ça. Vas-y. Allez, on commence rapidement.
Avec quel propos douteux le réalisateur Lars von Trier a-t-il choqué la croisette en 2011? Alors ça, je le sais parce que j'ai écouté pas plus tard que la semaine dernière, dans un podcast, je sais plus lequel, et je l'ai entendu. Je ne connaissais pas la ref, mais maintenant je l'ai. C'est quoi l'année? L'année, 2011? c'était en 2011. Donc c'est pas pour Dogville? Ah, je ne sais pas. Non, je sais pas. Je crois que ça n'a rien à voir. Ouais, ok. C'est Non. pendant une interview. Ah ok, donc c'est pas sur la remise de prix. Non, attends, je crois que c'est sur interview. Bon, en même temps, je l'ai pas, donc on va pas. Il a déclaré comprendre Hitler et compatir. Ah oui, ça craint. Ouais, non, mais j'ai entendu. Ah, je crois que c'est réalisé sans trucage qui en ont parlé et ça m'a choqué aussi. Après, il faut regarder le contexte, mais quand même, Mais apparemment, c'est ouais, mais apparemment. Border, là. Ouais, mais aussitôt derrière, il a fait. Non, mais en fait, tu vois. Ouais, donc il savait qu'il avait pas dit. Il a bafouillé, donc on sait pas trop s'il a fait une connerie ou si il a pensé tout haut ce qu'il pense tout bas et. Ouais. Donc on sait pas. Ok. Quel grand festival français a été inauguré en 1975? À Cannes? Non. Ah, Gérard Mer. Non. C'est Deauville. Deauville, c'est vrai. Hein, ok, bah à toi. Dans quel film d'arts martiaux y a-t-il une scène de combat au sommet d'une forêt de bambou? Bah, Tigre et Dragon. Ouais. CF épisode 1. Si vous l'avez pas écouté, allez-y. Voilà. Attends, je note. Vas-y. Dans quel pays fut en très grande partie tourné le western Pour une poignée de dollars de Sergio Leone? J'ai pas écouté le début. Dans quel pays fut en très grande partie tourné le western Pour une poignée de dollars de Sergio Leone? En Italie. En Espagne. Ah! J'avais une chance sur deux. Quels sont les deux acteurs qui ont incarné Boudu, sauvé des eaux? What? Boudu. Je sais pas, du tout là. Alors là, peut-être que... Michel Simon et Gérard Depardieu. Oh bah c'est normal que je les ai pas. Mm. Alors là, normalement, tu devrais l'avoir. Mais pas la pression. Non, franchement là, ça devrait être bon. Comment s'appelle le héros qui a la mémoire, la mort et la vengeance dans la peau? Ah, Jason Bourne. Oui. Ok, donc ça fait... T'en avais un, là. J'essaie de noter au fur et à mesure. Oui, je crois. T'as répondu bien, hein. Oui, c'était à Tigre et Dragon. Ok, à toi. C'est l'histoire de deux bergers qui s'intéressent davantage l'un à l'autre qu'à leur brebis. J'ai pas eu la réponse, mais je le sais. Alors, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit des brebis, mais j'ai pensé à Brokeback Mountain, mais... C'est ça. Ouais. Mais c'est pas des vaches? Je n'ai aucune idée. J'ai pas vu le film. Puis c'est pas des bergers, c'est des cow-boys, quoi. Ouais, mais des bergers cow-boys, quoi. J'ai pas vu le film, donc je peux pas te dire. Bon, c'est pas grave. Alors, ça c'est pareil, hein. Attention, parce que si là tu la connais pas, c'est livret de famille dans la figure. C'était de la peur. Mission Cléopâtre. Désolé, running joke entre nous. À quel écrivain doit-on les intrigues de Dead Zone, Misery et La Ligne Verte? Stephen King. Ouais, c'est bien. Facile. Dernière question pour toi. Quel film américain de 1940 n'a pas dû faire fureur en Allemagne? Donc 1940. Ouais. Donc début de la Seconde Guerre. Fureur et un jeu de mots. Ah, En Allemagne. Nazi. Ouais, je me doute, mais 1940. Mais je cherche un film... Tu l'as, le film. Tu l'as. Je sais pas. Non, c'est pas un film américain. Tu sais pas? Enfin, il y a un jeu de mots, mais c'est pour te donner un indice, Ouais. en fait. C'est pas dans le titre. Je sais pas du tout. Le dictateur. Ah bah oui. Et tu l'as vu? Je cherchais pour le coup, je cherchais des films type western, justement. Je sais pas pourquoi. Ah en ouais, plus, non, rien à voir, là. c'est plus tard, j'ai l'impression, mais... Alors, magnifique chanson de Ben E. King, mais aussi film de Rob Reiner avec River Phoenix, je suis... Il y a un petit lien avec la question d'avant. Tu peux répéter la question parce que là, j'ai Alors, c'est le nom d'une chanson Ouais. et le titre d'un film. Donc, magnifique chanson de Ben E. King, mais aussi film de Rob Reiner avec River Phoenix, je suis... Rob Reiner, putain, j'ai un film là, mais je Bah, sais pas. pense plutôt au film avec River Phoenix. Comment, je sais plus, j'ai plus le titre. Idaho? Non.
C'est pas ça? C'est Stand By Me. Ah putain, mais je voulais... D'où le lien avec Mais- le film, l'action d'avant, parce que c'est Stephen King qui l'a écrit. Ah ouais, ok. Et c'est une chanson, Stand By Me. Bah oui. Ah, Je pensais que tu l'aurais celle-là. Bah ouais. En plus, River Phoenix, je me suis dit, c'est trop facile de penser à Stand By Me? Stand By Me. Et derrière, je me suis dit, non, ça doit pas être... C'est My Private Home Idaho. Je sais pas s'il y a Home, je crois que c'est My Private Idaho. Ouais, je crois que t'as raison, c'est ça. Et je sais pas pourquoi je pense à ça. Bah, parce qu'il est dedans, mais effectivement, c'est... Rien à voir. Enfin bref, voilà, dommage, j'aurais pu prendre des points. Bon bah du coup, ça a fait 10 à 8, donc t'as toujours 2 points d'avance. Ouais! Ça change pas grand-chose. Allez, qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine? Ouais. Moi, C'est c'est le ça moment qui tant entendu. m'intéresse. Bah, le deuxième Kitano, il est là. Regarde. Excusez-moi, j'ai toujours pas ouvert un fichier. Si, il est là, en bas, regarde. Il est ouvert? Bah, il y a un Excel ouvert, en tout cas. Bah oui. C'est parti. C'est parti. 3, 2, 1. Akira. Et Pas oui. dans l'animation, là. Et oui, on a mis des films d'animation aussi. Ah bah oui, attends. Et c'est Akira qui est disponible en plus sur Amazon Prime en version 4K. Youhou! C'est parfait. Touloute. Mais je dis, le dessin, des fois, on l'a vu quand ça? Hier? Hier, on a vu qu'il était dessus. Qu'il était sur Amazon. Oh, mais des fois, je me dis, c'est incroyable. Bah, tant mieux, parce que, imagine, on le pioche quand il décide de le virer, donc, Donc, ouais, bah, je suis bien content parce qu'il y a un film d'animation. Mm. Et, donc, il était dans ma liste, celui-là. Et je vais pouvoir le remplacer par un autre film d'animation. T'es content. Oui, mais lequel aussi, par contre, il y en a tellement. Ah, c'est clair. Ouais. On en a mis quelques-uns. Donc voilà, Los Amigos. Ouais. Je vais parler en plusieurs langues maintenant. Je vais essayer de varier Fais. les cultures. Fais-toi plaisir. Hein. Ok. Chicos. Ouais. Fais attention aux stéréotypes, là. Ça peut vite partir en live. Ouais, bah voilà, c'était ma connerie du jour. Et bah on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Akira Ouais. de Otomo. J'ai hâte. Oh mais le lien est fait. Putain, regarde. Le pacte de la mer. Ouais. Derrière, c'est marqué Satoshi Kon, mort trop jeune, était le parfait lien entre Miyazaki et Otomo. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Akira de Otomo. Je te dis, le destin, des fois, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Tout est lié. Tout C'est est lié. tellement bien fait. En fait, c'est Matrix. C'est tellement bien fait, les gens vont vraiment croire que c'est fake. Hein. Faudrait qu'on le filme. Ouais, faudrait qu'on Tu filme en vas direct à chaque montrer fois, mais c'est un truc de dingue. La pioche, elle est trop bien faite. Ouais, franchement, c'est trop bien. Voilà, Bon. Akira la semaine prochaine, les gens. Ouais, Vous serez là? s'il vous plaît. Ouais, avec plaisir. Parce que là, Akira, Ouais, c'est vraiment incroyable. Ça va être trop bien. Le plus grand film d'animation de tous les temps. Hein, j'ai pas peur de le dire non plus. Et C'est bah, c'est parti pour Akira la semaine prochaine. C'est ça. Bah, portez-vous bien. Portez-vous bien et continuez À regarder des films. à regarder des films, à nous suivre, à nous aimer, à nous Envoyer écrire. des petits À messages nous écrire. qui nous font trop plaisir. Et bah, restez connectés parce que bah, il y aura du gros lourd qui va arriver. Ouais. Ça va être trop bien. Ouais. Ciao tout le monde. Ciao.